Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Moyen de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour notre point hebdomadaire pour parler de la bourse, de l'économie, de tout ce qui s'est passé d'important de cette semaine qui affecte nos portefeuilles de bourse. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Moyen de Cash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Je vous rappelle qu'il existe un blog Moyen de Cash sur moyendecash.fr, donc vous pouvez vous inscrire où je publie tous les jours les articles avec le synthèse de la presse économique et très rapidement mon opinion sur les marchés, sur les dernières actualités. Grosso modo, quelque part, ce café de dimanche représente la synthèse en fait sous une forme d'une vidéo YouTube où je vous donne mon avis, où je réanalyse tout ce que j'ai écrit grosso modo sur mon blog. Voilà donc l'événement le plus important, il y en avait deux cette semaine, on va les couvrir dans cette vidéo. La première c'est la réunion de la Banque Centrale Européenne cette fois. Le deuxième événement c'est les statistiques de l'inflation qui ont été publiées le vendredi aux États-Unis. Donc ça a fait peur le marché le vendredi parce que les statistiques sont ressorties légèrement en dessous des attentes. On va le regarder plus en détail. Dans cette vidéo également, j'aimerais bien vous parler de l'inflation, évidemment parce que c'est le sujet qui inquiète maintenant tout le monde. On va regarder l'analyse technique de l'indice S&P 500. Je vais vous parler un petit peu de ma stratégie, comment ça se passe, comment se comporte mon portefeuille actuellement, comment je hedge avec des options parce que là ça commence à être vraiment super intéressant car mes positions sont proches à l'expiration, justement c'est la semaine prochaine. Et donc là, il y a des choses assez sympathiques qui se passent depuis le vendredi justement. Et j'aimerais bien aussi vous parler du pétrole rapidement, aussi vous donner mon avis parce que le cours de pétrole ne cesse pas d'augmenter. Donc je sais qu'il y en a certains qui sont investis dans les valeurs pétrolières, notamment Total Energy. Donc je veux partager avec vous mon avis sur ce secteur, sur cette action en particulier. Voilà, donc là on va commencer. Donc le premier événement le plus important de cette semaine, c'est bel et bien évidemment l'inflation. Je vais parler d'abord de l'inflation parce que même si c'est considéré comme l'événement principal de la semaine, la réunion de la BCE, mais comme je vous disais déjà dans mes précédentes vidéos de Café de Dimanche que l'inflation aujourd'hui c'est quasiment le seul indicateur que le marché surveille parce que ça dirige tout le reste. Vous savez, pendant des années, quand déjà la chaîne Moyen de Cash existait, on regardait tout un tas d'indicateurs et je vous disais toujours que c'est pratiquement que la politique de la Fed qui était importante. Et la politique de la Fed, elle dépendait de tout un tas de choses, de chômage, de très peu de l'inflation, justement, après c'était du Covid, etc. Donc tout un tas de choses qui affectaient la réserve fédérale, sauf l'inflation, parce que l'inflation, depuis des années, elle est restée à zéro. Certains traders, une génération de traders, ne sait même pas ce que c'est vivre dans le contexte de l'inflation élevée, et maintenant, bel et bien, nous sommes dedans, nous sommes en pleine dedans, et cette inflation ne s'arrête pas, ne cesse pas d'augmenter, elle fait de plus en plus peur, tout le monde, on ne sait pas trop quoi faire, et là je vais vous donner encore une fois mon opinion, je vais t'expliquer comment moi j'intègre un peu dans ma tête, dans ma stratégie, ces chiffres d'inflation qui sont sortis le vendredi dernier. Donc on va regarder très objectivement qu'est-ce qui s'est passé réellement en fait, qu'est-ce qui a été publié. Donc là c'était le Core CPI, donc c'est Consumer Price Index, et il était au-dessus des attentes. Donc les attentes, elles étaient à 0,5%, comme vous pouvez voir sur votre colonne de milieu. Donc le forecast, c'est ce qu'attendaient les analystes, et là ça a ressorti 0,6. Donc c'est vrai que ça ne fait pas énormément peur quand on regarde les chiffres comme ça, mais le problème c'est que le marché l'a déjà quand même intégré en scénario relativement pessimiste, parce que 0,5 sur cette période-là, pour le mois de mai tout simplement, c'est énorme. Et les analystes, quand ils ont déjà attendaient le mauvais chiffre de l'inflation et ils espéraient d'avoir une bonne surprise. C'est un petit peu une stratégie pour se créer de bonnes surprises et après en profiter pour que le marché remonte. Ça arrive assez souvent et d'ailleurs vous savez que les dirigeants des entreprises utilisent souvent cette stratégie. Ils donnent exprès les guidelines guidance assez pessimistes pour leur profit futur et pour après créer une pseudo bonne surprise par rapport à leur guidance. Donc après je pense que les analystes ils étaient plutôt dans cet esprit-là, ils s'attendaient que 0,5, on devrait quand même se calmer, commencer à se calmer à partir du mois de mai, mais non, on est ressorti pire que les attentes des analystes qui étaient déjà
malheureusement assez pessimiste. Donc voilà, et ça fait vraiment boom sur les marchés financiers. Forcément, ça impacte la Réserve fédérale parce que c'est quasiment maintenant le seul critère de décision de la Fed. Je vous rappelle d'ailleurs que les banques centrales, ça dépend d'ailleurs des pays, elles ont pas les mêmes casquettes. Mais quasiment toutes les banques centrales, bon, je pense que même toutes les banques centrales, j'ai peur un peu de dire pour tout le monde, parce que peut-être il y a des pays un peu exotiques où ce n'est pas comme ça, leur première responsabilité, c'est la stabilité des prix. Stabilité des prix, c'est quoi? C'est l'inflation. Donc la première vraiment le premier objectif de la gestion monétaire, c'est de garder les prix stables. Généralement, l'inflation qui est considérée comme normale dans les pays développés, c'est autour de 2%, parce qu'il y a une part de l'inflation saine, en fait, parce que bon, l'économie développe, etc., donc c'est pas vraiment le sujet macro de cette vidéo, mais dans tous les cas, autour de 2%, généralement, c'est ce que tous les régulateurs veulent avoir pour l'inflation. Et donc là, aujourd'hui, on est largement au-dessus, donc j'ai peur qu'on va arriver aux 2% sur un mois seulement, et pas sur une année. Parce qu'évidemment, quand je parle des 2%, il s'agit des données annualisées de l'inflation. Donc là, maintenant, on est largement au-dessus. Donc on tape des niveaux qu'on a vus quand j'étais pas encore né, donc dans les années 70. Et finalement, on se dit que genre, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce que cela veut dire que notre argent ne va plus rien valoir? Donc, comme je vous ai déjà expliqué, je vais quand même répéter rapidement pourquoi je pense que c'est quand même assez particulier cette situation, et ça explique pour moi la différence entre la politique de la BCE et la politique de la Fed. Tout simplement que cette inflation, elle est initiée par des phénomènes, je ne veux pas dire les phénomènes temporaires, ce sont des phénomènes des pénuries, et ensuite c'est la guerre en Ukraine qui s'est rajoutée, donc qui a créé aussi la forte inflation des prix de l'énergie, ce qui est bien plus dangereux d'ailleurs que les pénuries. En fait, si on parle que des pénuries, c'est une question plus des relations économiques, et c'est une question directement liée au Covid. Donc ça veut dire que dès qu'on est sorti du Covid, après en Chine c'est jamais très clair, parce que là d'un coup ils sortent du Covid, ils annoncent une réouverture, maintenant elle se referme encore, donc c'est vraiment pas très clair leur politique, ce qu'ils appellent Covid-0, mais en tout cas, ça impacte énormément les chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc, dès que tu as réparé tes chaînes d'approvisionnement, normalement, encore une fois, je vous dis normalement, le monde doit revenir à la normale et fonctionner comme c'était plus ou moins avant. Et avant, je me rappelle que pendant des décennies, un peu plus que d'une décennie, on était dans un contexte déflationniste plutôt que le contexte inflationniste. Et vu que le paradigme des marchés n'a pas tellement changé, il me semble qu'il commence à changer, parce que les banques centrales sont obligées maintenant de le charger, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas réagir sur cette inflation trop élevée. Et donc, mais jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment les taux zéro, l'inflation zéro, et ça c'était le paradigme de marché dans lequel nous vivions depuis vraiment beaucoup d'années. Et donc voilà, maintenant on se pose des questions, c'est que quel impact ça va avoir, quelles sont les décisions à prendre pour la politique monétaire pour faire face à cette augmentation de l'inflation. Et donc du coup, la Réserve fédérale, il a pris une décision la plus classique, donc remonter les taux, donc ça veut dire qu'on va réduire en gros la masse monétaire et réduire cette inflation. D'ailleurs, j'attire votre attention, je risque d'avoir beaucoup de mauvais commentaires, que certains pensent que cette inflation elle est due au programme de quantitative easing du passé. C'est pas vrai, mais mes amis, ce n'est pas vrai. Dans les vieilles vidéos déjà sur la chaîne, j'ai déjà expliqué que la politique monétaire des QE ne peut pas créer directement de l'inflation. Je sais que ça peut paraître absurde parfois, mais c'est la réalité. Parce que vous savez, l'argent n'est pas créé par les banques centrales. Ça, c'est vraiment une illusion qu'ont beaucoup de personnes. En fait, l'argent, il est créé par les banques commerciales. Donc, vous voyez, c'est la Société Générale, BNP, Crédit Agricole, etc., qui créent l'argent au moment qu'on vous donne en prêt. C'est à ce moment-là que l'argent est créé. En fait, ce que affecte la Réserve fédérale, c'est qu'elle offre plus de réserves aux banques, en fait, qui permet de prêter plus. Et c'est vrai que nous avons vécu dans des conditions très particulière où la Banque centrale a créé des solutions mais vraiment magnifiques pour les banques pour prêter, parce que donc ils pouvaient emprunter à zéro ou presque à zéro, parfois même à négatif, donc ça c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable, et ensuite reprêter justement à des ménages, à des entreprises, etc., etc. Mais par contre, cette deuxième étape n'a jamais été dans un mode vraiment on va à fond, on va financer tout et n'importe quoi. C'est ce qui s'est passé pendant la crise de subprimes. C'est la crise des subprimes, pour moi, ça c'était vraiment le début de cette crise dans laquelle nous vivons toujours. C'est vrai que
que ça, encore une fois, ça peut paraître absurde, mais moi je trouve que nous sommes toujours et encore dans la crise des subprimes qui n'a pas été réglée et qui a tout simplement, elle était à chaque fois reportée et reportée encore à nouveau par les banques centrales, justement par cette planche à billets, ce qu'on appelle. Mais cette planche à billets, ce n'était pas parce qu'il imprimait de l'argent, il l'a injecté dans l'économie réelle, il imprimait de l'argent et ça restait dans le système monétaire, permettant aux banques de financer. Après, il y a eu des dérives, effectivement, il y a des banques, les hedge funds qui empruntaient aussi, comme les banques, à taux très bas, et ça me permettait de gonfler les bulles un peu partout parce qu'ils spéculaient, ils investissaient dans tout en classe d'actifs, notamment d'où la flambée des prix sur les cryptos, sur les actifs un peu chelous. Et donc, c'était vraiment le paradigme monétaire que nous avons obtenu suite comme un héritage de la crise des subprimes. Et maintenant, ce paradigme, il est en train de te challenger parce que maintenant, la réserve fédérale, en augmentant les taux, a réduit la masse monétaire, mais ça reste encore une fois uniquement dans le système financier. Donc moi, je ne vois pas, peut-être je ne me prétends pas d'être un grand macroéconomiste, mais pour moi, je ne vois pas pourquoi ça devrait résoudre le problème de l'inflation, parce que l'inflation que nous vivons aujourd'hui, elle se trouve justement dans le monde réel, mais pas plus que réel. Voilà. C'est pas parce qu'il y a de la masse monétaire excessive, parce que de toute façon on ne sort pas dans l'économie réelle, mais c'est bien dans l'économie réelle qu'on a un problème, parce que les problèmes concrets, il y en a deux grosso modo, c'est des pénuries et c'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, évidemment, on sait résoudre, c'est très compliqué, parce que bon, c'est une question géopolitique et là, tout un tas de critères qui rentrent en jeu, donc c'est les élections qui sont futures, quelle politique adopter par rapport à Vladimir Poutine, quelle politique adopter par rapport à l'approvisionnement énergétique, tout cela, ce sont des questions qu'on doit résoudre aujourd'hui en urgence. Encore une fois, je vous souligne le mot en urgence parce qu'on ne sait pas comment s'approvisionner en gaz ou du pétrole parce que ce problème il est apparu spontanément sur les radars des politiciens après l'intervention de la Russie en Ukraine. Par contre, les pénuries, encore une fois, ça commence à se régler, on commence à avoir des bonnes nouvelles. Typiquement, les usines de BMW et de Daimler, ils ont annoncé qu'ils sont retournés au mode normal, donc ça veut dire qu'ils n'ont plus de problème de pénurie pour produire les véhicules. Donc évidemment, ça ne peut pas être considéré comme un indicateur majeur, mais c'est quand même deux gros monstres industriels européens qui déclarent qui sont technologiques, parce qu'évidemment aujourd'hui, surtout les voitures de BMW et de Mercedes, les marques principales de ces deux entreprises, ils sont bourrés des technos, et donc forcément ils ont besoin des chipsets, ils ont besoin de tout un tas de choses, et s'ils n'ont plus de pénurie, dans ce cas-là, on peut se dire que de ce point de vue-là, en tout cas, la situation s'améliore. Mais aujourd'hui, nous vivons aussi la situation particulière au niveau du prix de l'énergie. Et c'est là nous allons arriver à la discussion des prix du pétrole. Et je vais faire un détour après sur l'action. Bon, je pense que ce sera principalement l'action totale. Et ensuite, on va regarder le marché dans son ensemble, en fait, les indices S&P 500. Voilà, maintenant, si on regarde le pétrole, ça c'est le graphique de très long terme, donc on voit que sur le graphique weekly, on n'a pas encore atteint les niveaux le plus haut historique qui était atteint en 2009. Donc là, on est quand même relativement loin, mais vu la tendance actuelle, tout peut arriver. Le problème que maintenant les Européens, ils ont adopté encore des nouvelles sanctions contre la Russie, donc maintenant ils vont plus acheter le pétrole qui arrive avec des bateaux, ils vont continuer à utiliser les pipelines. Bon, après c'est difficile à dire quelle sera l'étape suivante, est-ce qu'ils vont interdire aussi de mettre les embargos sur le pipeline, mais on voit déjà l'impact sur les prix du pétrole. Les prix du pétrole ont bien remonté, on s'est stabilisé au-dessus de $120 sur le Brent. Bon, c'est énorme et pour moi c'est très simple qu'on ne peut pas s'attendre à une inflation plus faible, à un apaisement sur l'inflation quand on a des prix de l'énergie comme ça. Donc pour moi c'est surtout ça que c'est une mauvaise nouvelle aujourd'hui, c'est pas tellement que le CPI pour le mois de mai, ou bon, de toute façon je m'attendais que ça va pas être bon, après est-ce que à une dixième de pourcent ça va être juste ou pas juste par rapport au consensus des analystes, à la limite je m'en fiche, mais je sais que le problème est là et le constat que le problème n'est pas réglé et pire qu'il est en train de s'aggraver. Maintenant il y a cette crise de pétrolière, on a la crise alimentaire parce que la Russie qui bloque les approvisionnements des produits agricoles en provenance de l'Ukraine. Encore une fois, c'est dans un domaine politique et le temps que la guerre en Ukraine n'est pas arrêtée,
on ne peut pas estimer en fait à quel moment ça peut sortir. Et ça fait peur. Franchement, c'est ça qui me fait peur. Et c'est que cette inflation qui pourrait être vraiment de courte durée, on ne peut pas dire que Jerome Powell avait tort, parce qu'il y en a pas mal qui se moquent aujourd'hui sur lui en disant qu'au début il disait que c'est du temporaire, et finalement on voit que c'est pas du tout le cas. Mais quand on le disait, c'était encore avant la guerre en Ukraine. Donc ça pourrait être temporaire si c'était uniquement le phénomène post-Covid avec les pénuries d'approvisionnement des différents... en fait, les problèmes des chaînes d'approvisionnement, grosso modo. Mais maintenant, on voit qu'il y a d'autres problèmes qui se sont ajoutés. Et maintenant, effectivement, on doit en urgence trouver des solutions pour régler le problème qui ne semble plus tellement temporaire. Et est-ce qu'il ne va pas donner encore d'autres répercussions plus globales sur l'économie? Parce que vivre dans une inflation longue et élevée, pour une durée plus longue, ça peut créer vraiment des problématiques bien plus sérieuses de point de vue macro. Et encore, il y en a aussi un autre phénomène. L'inflation, c'est quoi? Ça veut dire que les prix qui montent, ça veut dire, imaginez que vous êtes un entrepreneur, vous avez une entreprise, vous vendez un produit, maintenant il y a des composantes qui sont plus chères, vous montez le prix, vous, en gros, vous répercutez cette augmentation des coûts de production sur le consommateur final. Mais si, même si la situation se stabilise, imaginons que la guerre en Ukraine s'arrête, ensuite il y a les chaînes d'approvisionnement se rétablissent, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez baisser les prix? Je pense qu'il y aura quand même beaucoup moins de volonté de baisser les prix que de les augmenter. Donc certains entrepreneurs vont essayer de préserver les marges, parce qu'évidemment, même si les coûts les matières premières vont revenir à la normale, en quelque sorte, proche en tout cas au prix avant Covid, ou juste post-Covid, mais ça ne va pas forcément dire que les entrepreneurs vont baisser les prix, n'est-ce pas? Parce qu'ils vont essayer de profiter de cette situation. Et dans ce cas-là, je ne sais pas comment les autorités vont le gérer, parce qu'ils devront se dire, ah tiens, il faut de telle ou telle manière, il faudra les forcer de baisser les prix en fonction de le coût de production, etc., etc. Et là, on revient un petit peu à l'interventionnisme économique qui ne colle pas vraiment avec le capitalisme. Comment on va gérer cette situation-là? Je ne sais pas. Il n'y a pas de base légale et j'ai peur que les entrepreneurs vont déjà faire habituer les consommateurs au prix élevé et on va rester avec ces prix-là. Donc là, j'ai du mal à croire que les prix vont rebaisser. C'est ça que je veux dire. Voilà, donc en gros, quand je regarde les prix du pétrole, donc là, on est très au plus haut. C'est difficile à dire, en fait, au niveau technique, est-ce que ça va remonter? Parce qu'il y a quand même d'autres phénomènes qui pèsent sur le prix du pétrole. Déjà, les États-Unis font des discussions assez régulières avec l'Arabie Saoudite et les autres membres de PEP pour augmenter la production. Parce qu'évidemment, une autre solution, c'est de récupérer le pétrole des pays du Golfe. Aussi, le pétrole en provenance de Venezuela, elle est devenue bienvenue parce que bon, aujourd'hui, les États-Unis considèrent que le Venezuela, c'est un moindre mal que la Russie de Vladimir Poutine. Voilà, encore une fois, c'est de la politique, mais en tout cas, ils essaient d'augmenter la production de pétrole mondial grâce aux autres producteurs, voilà, qui ne sont pas russes. Et voilà, donc ça, ce sont des phénomènes qui impactent quand même les prix du pétrole, mais pas que, parce qu'avec cette inflation, avec la remontée des taux, avec tout ce qui se passe dans la macroéconomie, on parle de plus en plus de la récession aux États-Unis. Et ça, c'est un autre facteur qui peut impacter les prix du pétrole également, parce qu'évidemment, si on va maintenant rentrer en récession en plus, donc forcément, ça ne va pas être bien pour les prix du pétrole. Donc du coup, peut-être c'est comme ça qu'ils vont se stabiliser, on va réduire vraiment la croissance économique et les prix du pétrole vont naturellement baisser. Je ne sais pas quelle est vraiment la stratégie finale de la Réserve fédérale, mais j'ai un peu l'impression qu'ils essaient de jouer un peu sur toutes les cartes pour revenir à la normale du point de vue de l'équilibre macroéconomique. Voilà, et maintenant dans ce contexte des prix de pétrole élevés, j'aimerais bien passer sur l'action Total, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui l'ont dans le portefeuille. Certains se demandent est-ce que ce n'est pas le moment de la vendre, parce qu'il a fait vraiment de très très beaux profits. Moi aussi j'ai une grosse position sur cette action, et je me pose exactement la même question aussi que vous, et là je vais partager avec vous l'avis sur Total Energy. Bon, franchement, historiquement, Total pour moi c'est une action où j'ai souvent de la chance, bon je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cette action, et pour le trading et pour l'investissement long terme, elle est assez universelle de ce point de vue-là. Mais aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de visibilité sur le prix de pétrole, c'est difficile à dire que va faire le Total, parce que vous regardez que sur le graphique long terme, il a quand même pas mal suivi le pétrole, donc on voit le top des cours, c'est justement au moment qu'on a touché le plus haut sur le pétrole. Aujourd'hui, on est quand même assez loin encore, donc là,
théoriquement, si on applique le passé sur le futur, ce qui n'est pas forcément toujours la bonne stratégie, on peut se dire qu'on a encore largement de la marge pour aller jusqu'à 62 euros sur l'action totale. Je ne dis pas que c'est impossible, mais aujourd'hui, il y a un énorme discount par rapport aux valeurs de pétrole classique. C'est le marché qui pense comme ça, ce n'est pas nécessairement mon avis, mais en tout cas le marché considère ces actions comme des actions de l'ancienne économie et que dès que le pétrole va être remplacé par les énergies renouvelables, donc du coup ils vont perdre la compétitivité, donc du coup ils vont perdre du chiffre d'affaires, etc. Moi je pense que c'est largement exagéré, même si je n'aime pas nécessairement ce secteur, justement pour cette raison-là, et j'investis assez régulièrement dans le secteur des énergies renouvelables. Je pense que ces valeurs-là ont quand même du potentiel. Elles-mêmes, elles investissent aussi dans le secteur des énergies renouvelables. Donc du coup, il y a déjà ce secteur, il s'intègre en tout cas dans leur business model actuel et on peut continuer à investir dans Total Energy. Mais en tout cas, le marché le price comme une ancienne pétrolière et qui est très corrélé au pétrole. Donc forcément, si le pétrole commence à se retourner, mais pour moi, pour que le pétrole se retourne, comme les autres types d'énergie, comme le gaz, comme l'électricité, qui sont évidemment très corrélés, il faut que la guerre en Ukraine s'arrête. Et on ne voit pas encore la fin pour la guerre en Ukraine, et donc c'est pour ça qu'il est très difficile à dire pourquoi le pétrole devrait baisser vraiment dans les semaines à venir. Je trouve évidemment que le pétrole actuel, les prix du pétrole n'ont rien à voir par rapport aux fondamentaux, mais de toute façon, vous savez, quand vous parlez des prix du pétrole, jamais vous pouvez appliquer l'analyse fondamentale. Tout simplement parce que par définition, ces prix sont manipulés par le cartel OPEP+, et donc le prix il est tel que le cartel veut et pas tel que le marché veut. En fait, ce n'est pas l'offre et la demande qui déterminent le prix, mais c'est surtout le cartel qui décide que là, on vous donne tant, on vous donne plus ou moins en fait, de pétrole par jour. Voilà, donc c'est 120 $, évidemment, c'est très élevé, c'est même pas forcément ce que veut le cartel. Et donc, du coup, je pense que l'équilibre se trouve toujours, et historiquement, se trouve autour de 80 $. Donc, je pense que dans un cas, on va dire, scénario normal, d'une normalisation macroéconomique, on devrait revenir vers ces niveaux-là. Mais encore à condition qu'on trouve soit un remplacement pour le pétrole russe, ou bien que la guerre en Ukraine s'arrête et après ils trouvent une solution comment approvisionner le pétrole avec la Russie, avec un discount, je ne sais pas comment, parce qu'il y a énormément de politique et c'est très difficile à couvrir aujourd'hui dans cette vidéo. En fait, pour moi, l'action Total, j'ai un énorme profit parce que bon, déjà, j'ai commencé en fait, mon PRU initial se trouve autour de 27. Même si sur mon site mydecash.fr, je publiais que dans mes lignes que mon niveau d'entrée c'est 37, mais en réalité, comment ça s'est passé, je l'ai pris en pire moment de Covid quasiment, donc je l'ai pris quasiment plus bas. Bon, après il est descendu encore à 25, mais 25 ceux qui ont acheté ce chapeau, quoi, donc c'était vraiment de la chance. Mais moi j'ai constitué ma position entre 30 et 27, quoi, donc j'ai fait plusieurs opérations. Ensuite, par contre, je l'ai vendu au niveau de 38. Donc là, je l'ai publié aussi ça sur le site MyDeCash. Beaucoup étaient ceux qui m'ont critiqué pour cette vente, et il avait raison, en quelque sorte, parce qu'après, l'action, elle est repartie à la hausse encore une fois, elle a touché 41, mais pour après rebaisser sur les 37. Et sur les 37, c'est là où j'ai repris ma position sur Total, et sur ce prix-là, ce prix que vous voyez maintenant sur le site MyDeCash, si vous créez un compte, ce qui est gratuit, pour aller voir les 5 premières lignes de mon portefeuille, et c'est là que j'ai publié sur le site. J'aurais pu publier pour frimer un tout petit peu que j'ai déjà plus de 100% de plus-value, et d'ailleurs, en réalité, c'est ça. Si on tient compte de PNL réalisé, je suis à plus de 100%, avec les dividendes, ça doit être dans ces eaux-là, quoi. Voilà. Donc, et pour l'instant, je la garde, cette action, toujours encore. Je trouve que les dividendes sont bons à ce prix-là, même si je ne suis pas convaincu par le pétrole. Je pense qu'il y a moins de chances quand même que le pétrole chute, mais vraiment chute, parce que la récession, la récession commence à la pricer, ça peut affecter les prix de pétrole, mais le temps que ça reste au-dessus de 100 $, je pense que ça va rester au-dessus de 100 $ le temps que il y a une guerre en Ukraine. C'est largement suffisant pour publier des chiffres excellents à Total et toutes les autres pétrolières. Donc du coup, moi, je reste investi, j'hésite, franchement, mais j'hésite plus psychologiquement, parce que je vois en gros plus-value. Je me dis, est-ce que c'est le moment de prendre les profits? Mais finalement, je ne pense pas que c'est le moment, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une correction, on peut tout avoir, mais par contre, cette action, elle reste quand même
pratiquement la plus défensive, une des plus défensives en tout cas dans le contexte actuel. Voilà. Maintenant, la deuxième actualité de cette semaine, parce que là je suis dans mes réflexions, je suis parti un peu loin. C'est évidemment la réunion de la BCE. Ici, il n'y a pas grand-chose, encore une fois. Comme la publication de statistiques de l'inflation, la BCE a dit ce qu'on s'attendait. Ils arrêtent le programme de QE. Ils n'ont pas remonté les taux. Donc, enfin, on reste toujours à zéro. Imaginez, le taux en Europe, le taux de la BCE, elle est à zéro toujours, malgré que l'inflation, elle atteint déjà des niveaux vraiment super élevés. Je ne sais plus combien elle est en Europe, je crois qu'il en est à 6 ou 7%. Bon, je ne sais même plus, mais dans ces eaux-là. Et donc, ça nous crée vraiment une situation extrêmement paradoxal où le taux réel en fait devient très très négatif. Vous voyez déjà que par exemple sur la dette sensible, en fait notamment l'Italie, on s'approche des 4%. Il n'y a pas longtemps, on était proche de 0,5, donc c'était pendant la Covid. France, on est déjà à 2%. Vous savez, moi, je viens d'emprunter pour l'immobilier et j'ai eu le taux à 1,2. Donc c'est moins que le OAT aujourd'hui. Donc vous voyez, donc c'est vraiment incroyable. Si vous arrivez aujourd'hui à décrocher les taux, les anciens taux, je pense que franchement, j'ai pas le droit de donner des conseils. Évidemment, tout peut changer que dans l'économie, mais personnellement, je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Et maintenant, même, j'ai fait pas mal de prêts en fait ces derniers temps, et j'ai préféré plutôt de consommer le cash, de emprunter, même pour des choses pour lesquelles d'habitude je n'emprunte pas, parce que quand je vois les taux qui sont genre de l'ordre de 3-4%, pour moi ça reste quand même assez intéressant. Donc je préfère plutôt de consommer le cash, de placer cela sous une forme d'emprunt, en fait, d'acheter via un prêt plutôt que d'acheter avec mon cash. Voilà, donc après chacun a sa vision des choses, mais aujourd'hui, paradoxalement, avoir de la dette à taux fixe, bien évidemment, c'est plus intéressant que consommer ses économies. Donc après, bon voilà. Sur le 10 ans américain, on a dépassé le 3, on s'approche à 3,2, c'est beaucoup mes amis, parce que je disais toujours qu'au-delà de 3% sur le 10 ans américain, je m'inquiète. Et maintenant, je m'inquiète. Franchement, je m'inquiète beaucoup parce que ça commence à être vraiment un peu chaud. On a passé un peu trop de temps avec cette inflation élevée. La guerre en Ukraine n'arrange pas du tout les choses. Elle dure et vraiment, elle est partie pour être longue. Et finalement, du coup, on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. Ça va devenir la norme, cette inflation. Si on vit avec cette inflation 3-4 mois, c'est une chose. Mais si on devrait vivre avec cette inflation 3-4 ans, c'est toute une autre histoire. Pourquoi, par contre, je reste investi dans les marchés financiers? Bah, tout simplement parce que, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que on n'a pas beaucoup d'alternatives finalement. Si vous investissez aujourd'hui dans les obligations, qui peut paraître une bonne idée parce que les taux montent, en fait, c'est faux, parce que vous allez investir certainement via une ETF. Sinon, les obligations sont très difficilement accessibles pour les particuliers. Mais quand vous investissez dans l'ETF, vous investissez dans le corps de l'obligation, grosso modo. Et le corps de l'obligation, il baisse en prix quand les taux montent. Et les taux vont encore monter, selon moi. En tout cas, bon, après, si vous avez une autre vision, c'est autre chose. Je pense que sur les obligations, ça va être intéressant d'investir quand on va atteindre vraiment un certain niveau. Peut-être un niveau tout simplement acceptable, parce qu'au-delà, ça va être, bon, disons, genre 7 par exemple sur 10 ans américains. Je ne pense pas que les autorités américaines vont laisser le taux aller jusqu'à 10 et plus. À ce moment-là, on peut se poser des questions que peut-être c'est le moment d'acheter des obligations parce qu'on ne peut plus monter. Forcément, elles vont faire quelque chose. Mais là, par contre, pour moi, la hausse des taux n'a pas encore terminé. Donc, du coup, les ETF obligataires vont performer très mal. Voilà. Maintenant, je vais regarder rapidement les indices. Il y a des choses très intéressantes qui sont passées cette semaine. Je vais vous raconter mon histoire optionnelle cette fois parce que vous savez que j'avais des options pour couvrir mon portefeuille. Pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui viennent de me rejoindre, en fait, je vous rappelle que j'ai un très gros portefeuille actuellement en bourse qui est investi dans tout un tas d'actions. D'ailleurs, je vais bientôt ouvrir mes positions sur le site mindthecash.fr. Et aussi au lieu de vendre les options, parce que je m'attendais quand même à cette correction, j'en ai déjà parlé depuis septembre dernier, j'ai préféré acheter des couvertures. Donc j'ai acheté plusieurs, on va dire, expirations de ces couvertures et j'utilise les instruments options, donc put et les calls. Bon, pour la couverture, c'est principalement les puts. Et je présente toutes ces stratégies dans mon club Option Invest que vous pouvez rejoindre si ça vous intéresse. Et toutes les informations sont dans la description de cette vidéo.
Et en fait, ce modèle-là que je dessinais, c'était déjà il y a assez longtemps, donc c'était, je crois qu'on est dedans depuis janvier dernier, donc on est ressorti en février. Mais par contre là, ça a été chahuté après le début de la guerre en Ukraine. Donc pour moi, c'était un canal descendant contre lequel on a tapé déjà plusieurs fois. Et cette fois-là, je commençais à m'en douter parce que moi, je regarde d'habitude sur l'échelle journalière. Donc sur l'échelle journalière, on est quand même pas mal sorti cette semaine de ce canal. Et là, je commençais à me douter que effectivement le retest est parti. Mais finalement, encore une fois, on est revenu encore une fois dans ce canal baissier. Et maintenant, ça me donne une chance de récupérer mon argent sur mes protections parce que c'était en mois de mars, je crois que j'ai acheté les options put ou même avant, pour le mois de juin, pour l'expiration qui aura lieu le vendredi dernier. Et donc, un des puts que j'avais, c'était pour 4000 points sur S&P 500. Et là, actuellement, du coup, je suis dans la monnaie sur ce put. Et encore, il y a quelques jours, quand le rebond a atteint presque 4200, déjà, cette option elle a été estimée quasiment à zéro parce qu'il ne restait pas beaucoup de jours. Donc, du coup, la décomposition temporelle a déjà fait son travail. Et donc, l'option ne valait quasiment plus rien. Et j'avais pratiquement une delta de zéro. Et maintenant, vu que les marchés sont retournés, je me suis retrouvé in the money. Donc maintenant, ça a explosé en valeur. Donc du coup, je pense que ce put, il a pris je ne sais pas combien de pourcents. Maintenant, j'ai fini la semaine très positive donc pour cette protection. Et si jamais la semaine prochaine ça va être compliqué, et pour moi ça va être très bien parce que dans mon portefeuille, mon scénario idéal c'est que je puisse clôturer mes positions put avec des profits. Parce que ce sont des assurances en fait, vu que les marchés baissent, donc du coup mon assurance me sauve. Et donc moi j'espère de le clôturer en dessous de 4000 points, et justement cette fois-là c'est très fort probable, parce que là vous voyez la figure que ça a dessinée, donc maintenant on a recassé le niveau de 4000, et il y a très peu de chances qu'on va revenir au-dessus de 4000 points sur la semaine prochaine. Donc du coup je pense qu'on va plutôt aller vers les plus bas de plus bas récence, 3008, 3800, et en dessous de 3800 je voulais clôturer justement ce put, et ça le profit va être assez important parce que la position quand je l'ai ouvert, les marchés elle était très haut, donc du coup il m'a coûté pas grand chose, et forcément j'ai pris un lot assez conséquent, et si chaque petite baisse de l'indice S&P 500 va aujourd'hui me générer un profit très important sur mon portefeuille sur cette protection de put. Voilà, j'avais aussi un escalier sur d'autres échéances qui sont situées plus bas, et ici des positions gigantesques, typiquement sur 3000, mais encore une fois, en option, ça ne m'a pas coûté grand chose, parce que évidemment, la probabilité que 3000 soit atteint, et là c'est pour moi d'un vrai doute que je crois que j'ai cette position, elle vaut plus rien quasiment, parce que bon, évidemment que le marché ne s'attend pas qu'on soit à 3000 d'ici mois d'août. Pourtant, c'est possible, mais si c'est possible, dans ce cas-là, mon put va exploser en valeur, mais vraiment faire des très gros profits, plus élevés que les pertes sur mon portefeuille. Voilà, pour l'instant, ça me donne une deuxième chance, en fait, cette baisse de vendredi. Si la baisse continue la semaine prochaine, au début de la semaine prochaine, je pense que je vais quand même clôturer mon put. Et normalement, il expire le 17 juin, et c'est le 17 juin que je vais voir si effectivement ma stratégie de couverture de mon portefeuille a fonctionné ou elle n'a pas fonctionné. Voilà, donc ça va être assez challenging la semaine prochaine, et j'espère que justement ce scénario idéal en quelque sorte qu'il va se réaliser. En termes des acquisitions des nouvelles actions dans mon portefeuille, pour l'instant je reste assez passif. Je n'ai pas acheté, j'ai rien acheté cette semaine en fait, parce que j'achète régulièrement quand il y a des actions qui m'intéressent. Actuellement je regarde pas mal DocuSign, on va regarder, c'est une action vraiment malheureuse de Cathie Wood. Voilà, DocuSign, il s'est littéralement effondré, franchement ça me fait vraiment mal au cœur de penser à ces gens-là qui l'ont acheté à 300. Quand Cathie Wood, elle faisait dans tous les médias, elle parlait de ces actions-là, c'était une de ses plus grosses positions. Et là, actuellement, nous sommes à moins 75% par rapport au plus haut. Pourquoi je m'intéresse à DocuSign? C'est pas une action extrêmement intéressante, que moi je trouve, mais par contre, j'ai un sentiment qu'après une chute comme ça, sachant que c'est quand même une belle entreprise, il y a une probabilité d'une OPA. Et il y a des rumeurs également de ces OPA arrivera de la part de Microsoft. Et donc si ça arrive, dans ce cas-là, effectivement, cette valeur va exploser. Et au cours actuel, on peut déjà
se demander est-ce que on peut tenter la chance. Elle reste quand même assez chère, même après la chute de 75%. Moi, je disais comment c'était quand elle était à 300 $. Donc, pour ces valeurs-là qui ne gagnent pas encore de l'argent, elles sont toujours déficitaires, je regarde plutôt le price to sales, comment elles se comportent. Et là, on arrive à 6, ça reste important, hein, ça reste cher, mais vu que c'est une valeur quand même un petit peu classe, on va dire un peu médiatisée, en fait, elle peut encore descendre vers les 30, quelque chose, on peut vraiment être coupé en deux. Donc, surtout, ne mettez pas beaucoup d'argent sur cette valeur-là si elle vous intéresse aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment la probabilité d'un OPA sur cette valeur-là, elle m'intrigue. C'est le moins que je puisse dire. Et bon, après, la dette, quand même, ici, elle est énorme, en fait, pour une entreprise de la catégorie C ou D, même presque D. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours pas cette valeur dans mon portefeuille, mais je regarde. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé si je franchis le pas, mais je pense que ça va être plus une idée du trading qu'une idée d'investissement. Et il y a des fortes chances que, avec les ventes massives que cette valeur a subies ces dernières semaines, bon, ces derniers mois, il y a déjà du short float qui est quand même assez important. On peut espérer d'avoir un short squeeze, parce que si jamais il y a un rachat de Microsoft, le short squeeze va se déclencher. Short squeeze, c'est quoi? C'est quand, vous savez, tout le monde short, et ce short, du coup, à un moment donné, quand il y a une bonne nouvelle qui tombe, l'action se flambe, et donc du coup, les gens commencent à recevoir les appels de marge, leurs positions sont clôturées, et ça fait encore plus monter le prix. Vous pouvez voir parfois des explosions en bourse à 2 chiffres, parfois même à 3 chiffres, comme GameStop par exemple, et vous pouvez faire vraiment des profits très rapides. D'ailleurs, dans les abonnements que je vais lancer cet été sur le site mindthecash.fr, je pouvais publier les screeners, et il y aura un screener sur des sociétés candidats short squeeze. Mais encore une fois, je pense qu'il vaut mieux de jouer cette stratégie short squeeze avec des options, parce que les options vous limitent la perte potentielle. Typiquement sur ce DocuSign, on peut encore diviser par 2, il va rester encore relativement cher cette valeur, donc on sera à price to sales à 3. Mais par contre, la perte pour vous, si vous achetez directement l'action, va être déjà de 50%. C'est quand même important, même si vous mettez une petite somme. Et avec des options, vous n'avez pas forcément ce problème, parce que quand vous achetez une option call, par exemple, vous n'allez pas perdre plus que la prime de cette option. Moi, voilà, maintenant, c'est comme ça que je joue quasiment toutes les stratégies du trading. Je fais très peu en direct. Sauf des cas vraiment très particuliers, ou bien les cas quand l'action elle vaut vraiment très cher, typiquement Amazon par exemple. Amazon avant le split quand il coûtait genre 3000 $, vous savez, parce que les lots d'options c'est sans actions, et sans actions Amazon avant le split ça fait 300 000 $, donc évidemment les positions comme ça il faut avoir un compte énorme. En fait mon compte je le considère comme suffisamment grand, mais je ne suis pas prêt de trader les lots comme ça, quoi. Voilà, mais donc, et je pense que c'est le cas pour la plupart des personnes qui regardent ma chaîne, mais pour les petites valeurs comme ça c'est tout à fait le normal, genre les lots de 100 $, ici ça va vous faire 6500 $, donc c'est tout à fait raisonnable, sachant que vous avez aussi uniquement la prime. Par exemple, si vous payez 2 $ par option, donc multiplié par 100, ça va faire 200. Donc vous n'allez pas perdre plus que 200 $, même si cette action disparaît de la cote, en fait, c'est tout. Voilà, donc ça c'était une idée aussi un peu plus spéculative, un peu plus orientée OPA et short squeeze pour ceux qui aiment bien un peu les émotions, et pour la petite mise à jour sur les actions pétrolières. Total, je la garde pour le moment. Voilà, je pense que ça va être presque tout pour aujourd'hui. Je vais encore jeter un œil sur mon watchlist de macro. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire en fait sur le VIX. Là on remonte, on reste toujours en dessous de 30, donc ça veut dire qu'il n'y a pas une folie en fait de point de vue de stress de marché. Donc et d'ailleurs le VIX il est constitué des options aussi, parce que les options permettent de estimer la volatilité, et donc la volatilité pour l'instant elle reste élevée, donc elle est bien plus élevée que historiquement nous avons eu ces dernières années, mais elle reste en dessous de 30, donc on peut dire qu'on n'est pas dans la mode d'un stress absolu. Voilà, donc à part ça il n'y a pas grand chose à dire. Sur Tesla, si vous voulez, je sais que cette action intrigue beaucoup de personnes. C'est une action que moi j'aime pas du tout, je l'ai pas, et en fait cette action juste pour vous donner quelques chiffres, vers 2025 elle prétend atteindre le chiffre d'affaires qui est comparable seulement à General Motors.
General Motors, pourtant, ce n'est pas le plus grand producteur de véhicules au monde, et c'est largement en dessous, évidemment, des Toyota, de Volkswagen, de BMW, etc., etc. Pourtant, on les valorisait énormément avec toutes les histoires autour de Musk. Musk, quand même, c'est une personne qui influence énormément cette action. C'est une grosse particularité de Tesla que c'est une action d'une personne. Il n'y a pas de Musk, je ne dis pas qu'il n'y a pas de Tesla, mais Tesla perd énormément si, genre, imaginez que Musk il quitte Tesla. Donc forcément, ça va être une très mauvaise nouvelle. Et pour moi, c'est vraiment une énorme faiblesse parce que, vous savez, des entreprises de catégorie A, c'est les meilleures sociétés au monde, et ils ont une particularité quand le PDG s'en va, typiquement je pense à Steve Jobs, l'entreprise peut encore prospérer pendant des longues et longues années parce que le business model est excellent. Donc par exemple, vous ne pouvez pas dire que Microsoft c'était une entreprise de Bill Gates. Quand Bill Gates est parti de Microsoft, bon, il reste encore dans le capital, mais quand il est parti, rien n'a changé, même amélioré presque, parce que le business model était super bien tuningé, et c'est pareil quasiment pour toutes les entreprises de la catégorie A, pour Amazon, pour Facebook, Meta, donc toutes ces entreprises-là, elles fonctionnent bien sans leurs dirigeants. Et donc c'est pour ça, pour moi, tous les déboires de Mark Zuckerberg, ça n'a pas du tout ça n'a pas le même poids sur le titre que les déboires de Musk sur Tesla. Et Tesla, la moindre déception, encore une fois, la moindre déception va littéralement faire effondrer les cours de bourse, tout simplement parce que les ratios sont trop chers et donc du coup elle va subir une revalorisation vraiment très violente sur les marchés financiers. Donc moi j'aime pas du tout ce titre, moi je pensais même de faire du short, mais encore une fois c'est pas trop mon style de trading, le short en direct comme ça. Et en gros, j'ai un petit peu abandonné ce type de stratégie. En revanche, Apple m'intéresse à des niveaux qui sont à 130, 120. J'aimerais bien voir intégrer cette valeur dans le portefeuille Mind de Cash, que je vais bientôt d'ailleurs présenter sur le site. Et, par contre, là, c'est tout autre chose. Hein. C'est vrai que c'est une valeur de grande qualité qui, moi, je trouve qu'elle perd un petit peu de vitesse. Mais dans tous les cas, elle reste énormément profitable avec énormément du cash. Et quand je dis qu'elle perd de vitesse, c'est juste mon sentiment subjectif parce que la politique de Apple restait toujours d'être très discret. Donc on ne sait pas ce qu'est fait Apple, ils font des surprises, mais quand ils font des surprises, ils sont toujours devant les autres. Voilà, sur cette bonne note, je vous dis à bientôt sur la chaîne Mind de Cash, minddecash.fr. Inscrivez-vous, n'oubliez pas, Telegram également, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Pour les options, pour ceux qui sont intrigués, vous pouvez rejoindre notre club, ça ne coûte pas très cher, vous pouvez une fois et vous avez l'accès à vie. Allez, je vous dis